Bien, on a déjà des bonjours. Merci pour vos messages et merci d'être présent ce matin. On sait que vos plannings sont bien chargés. Donc, il est 9h45. On va bien sûr commencer à l'heure. On va peut-être attendre encore une petite minute que tout le monde soit bien présent. D'abord, un grand merci à vous tous d'être présents ce matin. Et on va, dans quelques minutes, vous présenter Marie-Noëlle Nayel et Stéphane Effler qui nous ont aidés pour ce webinaire. Si certains de vos collègues n'arrivent pas ou n'ont pas eu le code d'accès pour le lien, n'hésitez pas à envoyer le mail que Victoire Sainte-Marie vous a envoyé à plusieurs reprises la semaine dernière et encore hier et ce matin, pour que ce lien puisse leur permettre d'y accéder. Les 46, on va commencer donc à 47. Je vais bien sûr le redire tout à l'heure, mais ce webinaire sera interactif, donc vous pourrez poser vos questions comme il y a plusieurs maintenant messages qui sont dans la partie de chat en bas. Bien, alors il est 9h47, je sais que votre planning est certainement bien chargé, donc on va commencer à l'heure. Donc tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être présents ce matin. On a eu plus de 370 inscrits pour ce webinaire dédié à la thématique de MSL, le digital, la nouvelle dimension de votre métier. Alors avec ou sans le point d'interrogation, c'est vous qui pourrez en juger après ce webinaire. Donc vous remercie d'être très nombreux ce matin pour cette thématique. Bien sûr, beaucoup d'acteurs bien sûr du monde des industriels de santé, également des acteurs qui souhaitaient s'informer sur ce rôle important du MSL. Et pour cela, nous avons organisé donc ce webinaire avec le concours de Marie-Noëlle Nayel, que je remercie une nouvelle fois de sa participation, donc, qui est présidente de l'AKIM, l'Association pour la qualité de l'information médicale. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour à tous. Également donc avec Stéphane Effler, qui est consultant communication scientifique pour Sim4Health, et surtout qui est également une personne expérimentée par rapport à cette thématique de MSL, puisqu'il a géré des équipes en tant que manager. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Très bien. Et pour ma part, Jérôme Leleu, je suis président d'Interaction Healthcare, qui est un acteur dans le domaine de la e-santé, et je pilote depuis maintenant plusieurs années notre département qui est dédié au Medical Education, qui s'appelle donc Sim4Health. Et vous l'aurez compris par rapport à cette thématique de MSL, le positionnement de Sim4Health, c'est Virtual Solution for Medical Education, donc vraiment en lien avec votre métier. Alors pourquoi on a fait ce webinaire, c'est qu'on avait beaucoup de retours de la part de nos clients sur le rôle essentiel de cette relation sur bien sûr l'information scientifique que chaque MSL souhaite diffuser à sa communauté, bien sûr dans les différentes régions de France, et bien sûr le digital, au-delà de la crise sanitaire que nous vivons avec le Covid-19, est en train profondément de changer les choses. Et donc, il nous semblait important de redonner un peu de vision par rapport à ce caractère important du digital dans votre métier. Alors, comme je l'ai dit au tout début, pour que vous puissiez passer un bon webinaire, vous êtes certainement, bien sûr, comme nous tous, confinés dans vos domiciles. On a voulu, bien sûr, un choix qui soit important pour vous, c'est l'interactivité. On parle de digital, c'est important qu'il le soit. Donc, on va avoir une vingtaine de minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser, je vois que beaucoup d'entre vous utilisent la partie converser en bas, qui vous permet de poser des questions. Et vous avez Victoire Sainte-Marie
Je vous remercie également pour l'organisation de ce webinaire qui va agréger l'ensemble des questions pour que l'ensemble des animateurs puissent bien y répondre. Et puis à la fin, vous recevrez un mail notamment de satisfaction pour savoir si ce webinaire vous a plu et si vous avez d'autres thématiques qui vous semblent importantes. Voilà. Alors en quelques mots, SimForel, qui sommes-nous? On est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une branche d'Interaction Healthcare et on a une activité donc, bien spécifique qui est un éditeur qui est spécialisé dans la formation pour les professionnels de santé, donc ceux que vous rencontrez au quotidien, que ce soit en médecine générale, bien sûr dans le milieu hospitalier que vous fréquentez régulièrement. Et notre métier, en fait, c'est de recréer virtuellement les situations cliniques que l'ensemble des pôles de santé voient, et notamment pour pouvoir améliorer la prise en charge du patient. On va en parler dans quelques minutes. On a bien sûr un écosystème assez large. Vous le voyez, des universités, des écoles, des organismes de formation qui aujourd'hui ont besoin, y compris en dehors de cette période du Covid-19, d'accéder à ces contenus, des hôpitaux, des centres de simulation, des sociétés savantes et bien sûr des industriels de la santé, bien sûr dans le médicament, mais également aussi dans le dispositif médical. Vous voyez quelques logos comme la Croix-Rouge française, mais également la Société française de cardiologie, on va en parler dans quelques minutes, ou également Sanofi. Alors, sur le cœur de métier de SimForel, vous avez au sein de l'entreprise un métier qui est important pour vous, qui est la partie scientifique, la partie médicale. Donc, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a également des infirmiers, on a des responsables scientifiques, dont Stéphane, qui apportent toute leur expertise, leur connaissance pour pouvoir être en interface et bien comprendre la partie métier au sens médical du terme. Elle est complétée par la petite technologie qui est pédagogique. Donc, vous voyez, on a des partenariats avec notamment Apple, mais également aussi HTC Vive, qui est le leader mondial de la réalité virtuelle. Tout cela donc pour une qualité en termes d'échange d'informations. C'est tout l'enjeu de cette slide sur nos valeurs. Je pense qu'en tant que MSL et toutes les fonctions qui accompagnent ce rôle important, il y a des valeurs que vous portez. Et au sein de SimForel, la notion d'éthique, jamais la première fois sur le patient, qui est une recommandation de la Haute Autorité de Santé, est un élément qui est essentiel pour nous, et donc d'apporter cette notion d'éthique dans les supports digitaux qui vont être proposés. Et bien évidemment, vous le voyez sur la slide, de l'innovation. Il faut apporter l'innovation dans vos relations. C'est demandé, ça fait partie, je dirais, de votre culture naturelle, de tout le temps vous former et de vous améliorer. Et bien, ces outils technologiques vont également répondre à ce besoin. Et puis, on a une conviction qui est très forte au sein de SimForel, c'est que l'avenir des relations va passer par bien sûr une approche plus collaborative, on l'a vu, plus immersive, avec notamment, vous l'avez vu, avec des solutions digitales comme ça se fait aujourd'hui, notamment avec le confinement, et puis bien sûr de plus en plus interactive. Et là, ce sera tout l'enjeu de notre webinaire. Je ne vais pas développer les solutions dans un premier temps, puisque ce sera troisième partie qui va être mise à contribution. Mais voilà, il faut retenir qu'on maîtrise les technologies immersives qui permettent d'avoir une meilleure acquisition des connaissances médicales et scientifiques. Et juste un élément qui est essentiel, que vous allez voir tout à l'heure de manière un peu plus développée, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Medicactive, qui permet en fait d'adresser tous ces contenus, toutes ces informations scientifiques et médicales qui vous tiennent à cœur bien évidemment, elles sont diffusées auprès de l'ensemble des pôles de santé également pour l'adresser au milieu hospitalier et également à la médecine générale. On a déjà formé plus de 50 000 professionnels de santé dans le monde avec notre solution. Donc, les clients, vous le voyez, sur la partie haute que j'ai précisé tout à l'heure, et puis bien sûr, beaucoup d'acteurs industriels, vous les voyez à l'écran. Vous en faites peut-être certainement partie pour certains. Alors, je ne vais pas être trop long sur la partie présentation, mais je voulais juste vous présenter un dernier projet qui vient juste de sortir. Dans le cadre du Covid-19, on vient de lancer un projet important avec le CHU de Bordeaux. Donc, vous le voyez à l'écran.
C'est un simulateur en fait qui a été créé donc, de formation pour la prise en charge des patients ayant des symptômes du Covid-19. Vous savez que le CHU de Bordeaux a été un des premiers à intervenir pour la prise en charge de patients dans ces hôpitaux et ils se sont mobilisés avec l'équipe de Sim4Health pour répondre à une initiative qui s'appelle Learn to Fight, parce qu'on est persuadé que la connaissance médicale est un élément de lutte contre le Covid-19. Et pour cela, donc, on a développé ce simulateur qui vous donne un premier niveau d'information où on va travailler avec la médecine générale, avec l'hôpital, sur tout ce chemin clinique qui est un élément important, notamment sur la partie interactivité. Donc voilà, vous avez beaucoup d'éléments que vous voyez à l'écran et qui ont permis en fait d'utiliser tous les composants de notre plateforme. Et puis vous allez voir dans quelques secondes quelque chose qui est essentiel dans l'interactivité que vous pouvez avoir bien sûr avec les points de santé et les points de santé avec ce patient virtuel, on va en parler longuement dans la présentation, où vous avez des agents conversationnels. Donc vous voyez là, vous pouvez interroger le patient s'il a des problèmes de toux, si des problèmes d'asthénie, bien sûr qui sont évidents dans le cadre du Covid-19, et le patient virtuel peut répondre. On le voit également ici au niveau du SAMU. Donc on est vraiment dans tout un chemin clinique qui est extrêmement important. On vous communiquera également bien sûr cette vidéo par la suite. Et juste pour vous dire que cette initiative, quand on parle d'information scientifique, d'information médicale dans le cadre du Covid-19, Sim4Health a été retenu par le ministère de la Santé pour sa campagne donc, Learn to Fight et qui a pour intérêt de pouvoir favoriser cette prise en charge, pas que des patients Covid-19, mais aussi tous ceux qui ont des pathologies chroniques. Et on sait très bien que c'est un vrai enjeu aujourd'hui au niveau de l'hôpital de prendre en charge les autres patients. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop long sur Sim4Health, mais vous donner quand même le cadre de l'entreprise qui vous invite aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le cœur du métier et du sujet de ce webinaire, donc le digital, nouvelle dimension de votre métier. Donc, dans un premier temps, on va passer la parole à Marie-Noëlle, que je remercie une nouvelle fois, pour nous donner vraiment ce cadre réglementaire sur l'évolution du rôle et de votre rôle en tant que MSL, avant de passer la parole à Stéphane qui donnera également cette introduction sur la partie digitale. Marie-Noëlle, c'est à toi. Merci Jérôme et encore merci de m'avoir convié à cette webconférence. Tout d'abord, un mot sur notre association. Les membres de la KIM, ce sont des experts de l'industrie pharmaceutique et de l'environnement de la santé. L'objectif de cette association a été, depuis le début, de promouvoir et de contribuer par tout moyen à améliorer la qualité de l'information médicale et scientifique qui est délivrée aux médecins. Nos travaux ont toujours été supervisés par un comité scientifique et présentés régulièrement aux autorités de santé. Nous avons travaillé avec la plupart des laboratoires pharmaceutiques et c'est avec plaisir que nous avons pu constater au fil des ans l'évolution positive de la communication des laboratoires, notamment avec un observatoire qui a été mis en place en 2017 et qui mesure la qualité des pratiques, notamment de la visite médicale. Le premier constat que nous avons fait, merci, c'est l'émergence de l'exigence des professionnels de santé en matière d'information sur l'usage des spécialités innovantes, mais pas que. Alors pourquoi? D'une part, parce que les besoins d'information des médecins sont différents, leur disponibilité en face-face est également différente, et je dirais la typologie des médecins est différente. D'autre part, parce que les nouveaux médicaments requièrent des connaissances biologiques, immunologiques, en évolution constante, connaissances que nos prescripteurs n'ont pas toujours, exemple l'ancienneté de leurs études. Et de ce fait, à la KIM, nous en pensons qu'il faudrait étendre les moyens pour communiquer ces connaissances à tous les professionnels de santé pour répondre aux besoins des patients tout au long du parcours de soins des patients. Le deuxième constat, c'est les deuxième diapositive suivante, les circonstances, non, merci, les circonstances qui sont liées à l'épidémie du Covid font apparaître une nouvelle appétence pour le numérique.
c'est une opportunité majeure pour les industriels, parce que qui peut mieux parler de son médicament que celui qui l'a découvert et qui le commercialise? Mais comment partager avec le plus grand nombre ses connaissances en temps réel? Nous pensons que celui qui peut le mieux répondre à ces constats, c'est le MSL ou RMR, puisque plusieurs appellations existent, mais il n'en reste pas moins qu'il est pour nous le maillon fort des industriels du médicament dans la chaîne d'information et d'accompagnement des acteurs de santé. Le MSL est légitime à double titre, de par les dispositions déontologiques professionnelles qui définissent ses missions et qui précisent des règles d'intégrité scientifique. Ces missions sont donc de deux ordres, notamment d'apporter une information scientifique et médicale sur demande des professionnels de santé et de développer des partenariats scientifiques visant à optimiser la prise en charge des patients et à développer la recherche clinique. Diapositive suivante. Encore, s'il vous plaît. D'autre part, le référentiel de la Haute Autorité de Santé, dès 2017, avait précisé un certain nombre de points sur notamment l'activité distincte du MSL, distincte de la démarche promotionnelle. Mais il y a eu aussi une autre information très importante par la HAS, c'était la communication proactive en tout ce qui concerne les éléments liés à la sécurité du médicament. Alors, il est vrai que depuis de très nombreuses années, puisque les premières datent de 1992, les règles et la réglementation européenne a contraint les industriels à un enfermement réducteur de leur communication sur le médicament, car celle-ci est résolument tournée dans le champ de la publicité et promue via sa visite médicale, et à ce titre réservée en partie qu'aux professionnels de santé, uniquement dans leur discipline. Et aujourd'hui, il nous semble qu'il faut raisonner médicaments et parcours de soins. C'est pour informer, pour partager, pour échanger avec tous les PDS, les professionnels de santé concernés. Il faut trouver les outils réglementairement acceptables et opérationnels permettant de répondre à l'obligation de la santé publique qu'est la sécurité d'usage des médicaments et pour la prise en charge des patients. Ça sera bon pour le patient, ça sera bon pour le prescripteur, ça sera bon pour le patient et c'est urgent de le faire. Donc, pour réussir ce nouvel enjeu, il nous paraît important d'avoir recours à l'apport incontesté du digital. C'est devenu pour l'AKIM une évidence. Alors, ce n'est pas nouveau pour le MSL, on ne tient pas à tout révolutionner, évidemment, mais nous pouvons le faire plus et mieux. L'intérêt du digital est pluriel. Je n'en citerai que quelques-uns. La transversalité de l'information vers des équipes pluridisciplinaires et ce, en même temps. L'actualisation des données réelles contrôlées, délivrées aux professionnels de santé. Et pour le laboratoire, une traçabilité rassurante, indispensable, chère aux équipes réglementaires internes. Il y a également la validation des données sous la responsabilité des équipes médicales. Et puis, j'allais aborder le coût, parce que si l'AKIM est entendu à travers cette intervention, il est clair que nous pourrons avoir beaucoup plus d'activités de la part des MSL, mais pas sur le terrain. Et c'est une nouvelle population qui pourra être jointe par le digital. Nous avons pensé également qu'il y avait les communautés territoriales de santé, les CPTS, qui peuvent pour vous être un grand champ d'expérimentation. Vous n'ignorez pas que les communautés de santé sont composées de nombreux professionnels
et acteurs de santé pluridisciplinaires sur tous les territoires. Alors, la loi Ma Santé 2022 a prévu l'extension de la constitution de ces CPTS, passant de 400 à 1000, c'était prévu. Et pour démultiplier ces installations, il avait été inscrit dans cette loi des incitations financières, mais compte tenu des circonstances, ça, c'était avant. Comment travailler avec ces communautés? Je fais confiance au laboratoire pour imaginer des projets où le digital est certainement une partie de la réponse, où le digital aura sa place, toute sa place, rien que sa place pour communiquer avec les professionnels de santé. Alors, on ne va pas se quitter comme ça et je vous propose de participer à nos réflexions lors de nos assises. Elles auront lieu le mardi 29 septembre à Boulogne pour traiter de la thématique le MSL référent médical et scientifique en région, une fonction stratégique vectrice de confiance et j'ai envie de rajouter pour valoriser l'image de notre industrie. Donc, j'espère pouvoir vous y accueillir nombreux parce que je pense que le nombre d'experts que nous avons lors de cette journée mérite d'être entendu et vous saurez que le MSL reste pour nous une très grande valeur. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt. Merci Marie-Noëlle pour cette présentation fort intéressante. Comme tu viens de le dire, n'hésitez pas à préparer vos questions. Vous pouvez déjà les mettre donc dans la partie questions-réponses que vous voyez en bas de votre interface de la solution de webinaire. Et juste dire par rapport à cet événement qui était organisé, donc je crois initialement au mois de mars et puis ensuite sur le mois de juin, et bien sûr en raison des conditions de la crise sanitaire ont été décalées comme la plupart de tous les événements. Je pense que c'est intéressant aussi de montrer qu'on peut continuer ce message, notamment autour du rôle du MSL et du digital avec cette approche. Donc merci encore Marie-Noëlle d'avoir participé avec ton temps précieux en ce moment sur ce contenu. Avant de continuer, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions, je viens de vous le dire, mais surtout à bien noter que le support vous sera donné par la suite. Vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Donc, quand j'ai évoqué au début de la réunion pour passer un bon webinaire, voilà, le but c'est que vous puissiez regarder et interagir au maximum. Tout ce qui est support ainsi que le replay vous seront diffusés par la suite. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Stéphane Effler. Alors, au même titre que Marie-Noëlle, on avait vraiment plaisir à accueillir ce matin. J'ai vraiment plaisir également que Stéphane soit avec nous. D'une part parce qu'on a collaboré depuis pas mal d'années ensemble sur des projets, avant en tant que client, maintenant au sein de l'équipe. Et Stéphane, au-delà de toutes ses capacités, on va dire personnelles, mais aussi son expérience, a un regard très pertinent sur l'intérêt scientifique médical, mais aussi cette connaissance sur le digital et couplée en plus par une expérience managériale au niveau MSL. Donc, il nous semblait important dans cette notion de pragmatisme aussi qu'on souhaitait donner à ce webinaire, vous donner également un regard expérimenté et c'est bien sûr la partie de Stéphane qui va maintenant les développer. Donc Stéphane, c'est à toi. Merci Jérôme, bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux passer la dia suivante, Jérôme? Oui, voilà. Je voulais remercier, déjà Jérôme, merci beaucoup pour l'invitation, et puis remercier deux personnes avec qui j'ai conversé pour préparer cet entretien. Christine Millet, qui est MSL Manager chez Gilead, et Remus Todea, qui est MSL Manager chez AstraZeneca. Je vais faire une présentation qui découle de manière, j'espère, assez naturelle suite à la présentation de Marie-Noëlle, mais qui est plus opérationnelle. Et donc, je vais essayer de réfléchir au rôle et aux enjeux des MSL, et puis, bien sûr, d'essayer de réfléchir à ces enjeux au travers de la crise actuelle, et puis surtout de tous les outils et la numérisation de notre société. Voilà. Dia suivante. Premier constat, les MSL, c'est une population en augmentation constante. Là, j'ai repris un chiffre qui avait été publié par plus de 20% en 2017. C'est lié, je pense, à deux choses.
l'accroissement de la complexité des molécules, et puis c'est lié, hein, l'orientation stratégique des laboratoires vers les maladies de spécialité, l'oncologie et les maladies rares. Et donc, comme on augmente la complexité, le MSL trouve toute sa place ici avec des relations complexes et des niveaux de communication qu'on appelle de pair à pair, peer-to-peer en anglais. Dia suivante. Deuxième constatation, il y a une maturité numérique en France et dans le monde. Hein, je lisais juste un article hier soir dans le monde où ils disent que le festival de Cannes, le festival de Venise, le festival de Berlin vont être entièrement virtuels. Donc je pense que ça donne un peu sympa pour nous, c'est qu'il y a pas mal de films qui vont être disponibles gratuitement sur YouTube. J'ai pris 3 exemples aussi pour la France. Le nombre de téléconsultations a explosé au mois de mars, plus c'est 11% des consultations avant le confinement et c'était 1% avant. J'ai pris aussi l'exemple de ma classe virtuelle. Ma fille est en primaire, en CM2, et avec la maîtresse, ils ont des classes virtuelles, ils reçoivent tout. Et puis j'ai pris un troisième exemple, c'est la CROI, qui est un congrès de début d'année, le congrès sur le HIV et toutes les maladies opportunistes, hein, et qui a complètement été virtualisé, digital, annulé, pas annulé, mais digital pour les participants. Donc les outils existent. Et quand on est forcé un petit peu, comme ce qui se passe avec la crise, ça marche. Dia suivante. Jérôme, est-ce que tu peux passer la diapositive suivante, s'il te plaît? Attendez, Oui, ça passe pas la dia suivante, je ne sais pas. C'est un petit peu déjà ça, c'est les joies voilà, les joies du direct. MSL et digital. Les outils, il existe les outils, les MSL, enfin, c'est pas quelque chose qu'ils découvrent, ils utilisent déjà des meetings online qui sont organisés, des webinars, comme nous, on organise un webinar aujourd'hui, hein, des emails, des téléphones, IMSL, c'est plus aux États-Unis, et puis des contenus de Medical Education qui sont disponibles. Mais le constat qu'il y a actuellement, c'est que les MSL sont considérés comme des personnes de terrain. Et donc, les outils digitaux sont plus utilisés comme des outils supplémentaires, complémentaires, mais il n'y a pas réellement de stratégie. Il y a quelques laboratoires, peut-être, je pense à Johnson & Johnson, qui ont plus une stratégie digitale, mais la plupart des équipes utilisent les outils digitaux simplement comme des outils complémentaires, et c'est le terrain qui compte le plus. Et l'épidémie de Covid nous a obligés tous, hein, à avoir des échanges numériques, mais c'est un petit peu forcé que les équipes MSL l'ont fait. Dia suivante. Et de manière générale, hein, même dans la comptabilité, j'allais dire, analytique des laboratoires, les MSL sont considérés comme des field force, donc des équipes terrain. Dia suivante. Quels sont les enjeux de communication? J'ai essayé, n'hésitez pas à poser des questions, à me dire s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, mais pour moi, les enjeux de communication et d'engagement des MSL sont clairement des enjeux de crédibilité scientifique. D'ailleurs, le niveau de formation initiale et continue des MSL est très important. En général, c'est des docteurs en médecine, en sciences, en pharmacie, éventuellement vétérinaire. Lorsqu'ils font de la data dissemination, le transfert d'informations doit être effectif, donc le MSL souhaite impacter son professionnel de santé. Il souhaite aussi collecter de l'information, plutôt data generation. Les MSL sont des vecteurs d'images pour les laboratoires très très importants. Et il y a un dernier enjeu que j'ai mis là, l'accessibilité à l'hôpital, qui a déjà été un peu contraint. Vous savez que les MSL doivent communiquer de manière, ça a été évoqué par Marie-Noël, de manière réactive, sauf sur certains projets. Mais l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer en période post-Covid? Est-ce que les hôpitaux vont profiter de ça pour limiter encore un peu plus l'accès à l'hôpital pour l'industrie pharmaceutique de manière générale, donc les MSL? Dia suivante. Et puis, les enjeux, mais cette fois avec un prisme, c'est tous les enjeux d'avant, en plus, au niveau digital, la fiabilité et la simplicité de la technologie sont très importants. Effectuer l'ensemble des missions des MSL, hein, je pense, il y a beaucoup de MSL aussi qui travaillent sur des études cliniques. Est-ce qu'on peut tout faire avec les outils digitaux? Pouvoir organiser des réunions avec plusieurs interlocuteurs en mode mixte, c'est-à-dire une partie présentielle et une partie connectée. Comment gérer l'interactivité? C'est simple quand on est en face-face, quand on a une réunion, quand on est à l'hôpital. Comment on fait quand on est en digital? Et puis, ça, c'est plus un outil, c'est plus une
une question qui est plus pour le laboratoire, mais l'interfaçage avec les CRM sont très importants pour les laboratoires. Et puis, la compliance. Je pourrais rajouter un troisième point qui sont les indicateurs de performance avec les outils digitaux. C'est des choses qu'on a très, très facilement. Diapositive suivante. Quel avenir pour la communication? Moi, c'est perso, hein, mais je pense qu'il y aura une diminution des interactions terrain. Je pense que l'hôpital, avec le Covid, plus le contrôle par les directeurs d'hôpital, va plutôt entraîner une complexité d'entrée à l'hôpital pour tout le monde, et donc les MSL. Le niveau scientifique va augmenter, donc ça va vraiment dans le sens des MSL, puisqu'on est de plus en plus sur l'oncologie, sur des maladies rares, la neurologie, on voit, hein, donc la place des MSL est essentielle. Et le mix de communication sera plus équilibré. Je pense qu'il y aura une digitalisation progressive des échanges entre les MSL et leurs clients, entre guillemets, pour plein de raisons. Optimisation du temps des MSL, et si jamais ils vont sur des missions un petit peu différentes, type CPTS, comme ça a été évoqué par Marie-Noël, il va falloir optimiser leur temps. Les équipes MSL sont plutôt petites. L'accessibilité à l'hôpital, je le dis, l'éco-responsabilité, prendre moins sa voiture, et puis peut-être certainement des questions de coût aussi. Hein. C'est moins cher de réaliser des réunions digitales que de se déplacer. Et enfin, le dernier point, je l'ai mis, traçabilité des échanges en termes de compliance et en termes d'indicateurs de performance. C'est très facile à mesurer avec des outils digitaux. Dernière diapositive. Il y a des outils qui existent, hein, et Sim4Health c'est un exemple très, très parlant. Il y a des outils de virtualisation, on peut virtualiser un peu tout. Je n'ai même pas parlé d'intelligence artificielle parce que je pense que on pourrait faire un diaporama et puis un webinaire entier. Mais il y a des outils qui permettent de virtualiser complètement un patient, un parcours de soins, et donc de mettre en place des échanges de haut niveau entre professionnels de santé pour à la fois disséminer de l'information et puis en collecter. L'interactivité et la mémorisation, ça fonctionne très très bien avec les outils digitaux, en particulier les patients virtuels. Et puis, on peut, effectivement, c'est très très souple comme outil, on peut faire des solutions mixtes avec du présentiel et puis du digital, soit tout digital, soit tout présentiel, soit les deux, une partie en digital, une partie en connecté. Pardon, une partie en digital, une partie en présentiel. Le dernier point, ça va nécessiter, je pense, une formation spécifique des MSL, à la fois sur les outils, mais pas que, sur les techniques. Par exemple, c'était évoqué avec les patrons de MSL que j'avais interrogés, quand vous faites un board digital, vous ne l'organisez pas et vous ne le gérez pas de la même manière qu'un board présentiel, de la même manière qu'un webinar. Vous ne faites pas les choses. Donc peut-être, il faudra des formations un peu spécifiques, techniques, pas bien sûr sur les pathologies, mais sur les outils et la manière de gérer les interactions numériques entre MSL et professionnels de santé. Je vous remercie. Merci Stéphane pour cette présentation tout aussi importante dans la thématique de ce matin. Je vois que vous continuez à utiliser la partie questions et réponses en bas. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, puisqu'on aura une séance assez importante d'une vingtaine de minutes pour pouvoir donc répondre à vos différentes questions. Donc Stéphane, merci pour cette présentation. Vous l'avez compris, hein, dans le chemin et un peu la ligne éditoriale de ce matin, on a souhaité avec Marie-Noël Nayel donner le contexte, notamment réglementaire et l'évolution. On a parlé de Ma Santé 2022 et de plein d'autres sujets importants. La compréhension métier avec Stéphane sur l'évolution également naturelle du rôle de MSL et son intégration dans ces parcours, et notamment, je crois que c'est des questions qui ont été posées sur la partie chat sur ce rôle, notamment dans le parcours de soins. Ce que je souhaiterais donc maintenant vous apporter sur la partie Sim4Health, c'est ces solutions digitales qui s'appuient sur ce qui fait je dirais la qualité, surtout l'intérêt que vous portez à votre métier, qui est donc de partager ces connaissances scientifiques, médicales. On a eu beaucoup d'échanges depuis plusieurs années avec de nombreux MSL pour pouvoir trouver des solutions qui soient les plus adaptées. Donc, aujourd'hui, je vous ai donné en introduction tous les médecins que vous rencontrez, tous les professionnels de santé que vous rencontrez, sont en train d'avoir un bouleversement. Alors, je ne vais bien sûr pas rentrer dans
dans tout le système de santé, mais bien sûr avec ce prisme digital. Vous voyez sur cette fresque l'ensemble, je dirais, des étapes de formation. Donc aujourd'hui, les jeunes médecins, les internes qui se forment, eh bien, ont de plus en plus d'outils. Vous le voyez, hein, il y a une mixité entre des cours magistraux, mais également l'usage de cas cliniques virtuels qui permettent de travailler sur la zone clinique, on va en parler, mais également aussi l'arrêté virtuel, l'intégration de stages. Et je trouve que c'est intéressant de montrer que, y compris dans des périodes comme nous vivons aujourd'hui, bien sûr, le digital, les outils à distance sont fortement utilisés, voire totalement utilisés. Comme l'a dit Stéphane, on a une conviction qu'il y aura bien sûr un retour avec un équilibre où il faut une intégration de l'ensemble de ces éléments. Vos rencontres avec les points de santé seront toujours présents, et comme cette formation initiale sera présente. Et vous le voyez tout en bas à droite, eh bien, la pratique clinique, tout au long de leur carrière, en formation continue, dans leur pratique clinique, eh bien, de continuer à s'améliorer. Et c'est tout le but eh bien, de ces outils digitaux que Sim4Health propose. Alors, on a bien évidemment une approche qui nous semble intéressante. On va le voir tout à l'heure dans l'interactivité, mais les bénéfices eh bien, de ce qu'on appelle la simulation numérique. La simulation numérique, je l'ai décrit au tout début, c'est la possibilité d'interagir, mais d'être acteur. L'ensemble des professionnels de santé que vous allez rencontrer sur l'intérêt médical, l'intérêt pédagogique, c'est avant tout d'être engagé dans la mesure où les personnes eh bien, prennent la décision de choix et on va le voir dans les différents dispositifs. Donc ça, c'est un élément important. Alors, on parle beaucoup depuis quelques années de ce qu'on appelle la gamification ou la ludification des contenus, bref, de pouvoir rendre acteurs les personnes. C'est un apprentissage également multimodal et qui permet notamment, lorsqu'on veut échanger avec des pôles de santé sur l'intérêt que j'évoquais tout à l'heure scientifique, et bien de pouvoir mettre à disposition ces modules. Et puis, vous le voyez dans la dernière ligne, une multiplicité des cas cliniques virtuels, des situations cliniques qui peuvent être proposées et qui sont un élément essentiel dans le quotidien qu'on a pu partager avec beaucoup de MSL, d'avoir la remontée du terrain, des professionnels que vous rencontrez dans chacun de vos régions pour pouvoir avoir des thématiques qui seraient intéressantes à développer. Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, ce support vous sera donné, donc on ne va pas rentrer dans tous les niveaux de détail, mais aujourd'hui, au niveau des technologies qui se proposent pour pouvoir eh bien, valoriser également votre métier en tant que MSL. Alors, bien sûr, vous avez la partie à gauche sur la simulation, notamment par réalité virtuelle, qui est qu'un exemple d'usage et peut-être à ce jour le plus éloigné, dans la mesure où on va bien sûr être sur des procédures, ça peut bien sûr apporter une image d'innovation, mais on va être soit une formation vers les points de santé, soit bien sûr une formation interne qui peut vous concerner. On va plutôt l'utiliser en termes de congrès, de staff meeting, qui peut être un élément intéressant, notamment, et on va le voir tout à l'heure, dans l'évolution de ce qu'on appelle la réalité virtuelle autonome, donc des casques qui sont extrêmement simples et que vous pouvez transporter comme vous pourriez le faire avec votre téléphone portable. On va se concentrer sur les patients virtuels, où là, on est vraiment sur le raisonnement clinique, notamment sur des nouvelles molécules, sur la prise en charge de patients, dans le parcours patient, on va l'évoquer dans quelques minutes. Et aussi, vous le voyez sur la slide, les soft skills. On travaille de plus en plus sur l'empathie, notamment sur la prise en charge de ces patients, et là aussi, bien sûr, l'ensemble des points de santé, les MSL. Et là, ça peut être une réunion, une rencontre individuelle, et là, je pense que ça répond à beaucoup de questions qui ont été mises dans l'espace de questions-réponses, mais aussi dans le cadre d'exercices de PU, mais également aussi sur des staff meetings, et bien évidemment une continuité sur la diffusion en ligne. Et puis, on a aussi la partie simulateur numérique, où là, on va être plutôt sur le bloc opératoire, où on va redéfinir une situation particulière. La preuve en est avec, par exemple, le projet que nous avons fait avec Unicancer, avec le concours de Esprimet sur la radioprotection, comment une personne qui vient au bloc opératoire doit avoir suivi tout le process eh bien, de sécurité, comme on pourrait peut-être l'avoir demain dans les gestes barrières au niveau du Covid-19. Donc, vous le voyez au niveau des technologies, là, on est plutôt sur des écrans, sur des tablettes, des choses que vous avez au quotidien.
Bien sûr, Sim4Health travaille pour pouvoir répondre spécifiquement à toutes les problématiques. Bien évidemment qu'une thématique qui va vous toucher, par exemple, dans la cardiologie, va être différente qu'en néphrologie. On le voit par exemple sur un centre de dialyse en haut à gauche. Ça peut être également aussi pour les acteurs qui sont de dispositif médical, certains contenus particuliers, voire même pour ce qui est de certains décors. On l'a vu tout à l'heure avec le CHU de Bordeaux, lorsqu'il faut travailler sur des situations particulières, notamment que là, dans le cadre du Covid-19. Alors, toujours dans l'esprit de pragmatisme, des solutions adaptées à chacun des contextes que vous vivez au quotidien. Le premier étant bien sûr de favoriser les échanges entre professionnels de santé, donc dans le cadre d'EPU, de staff. Et donc, on va plutôt parler là d'environnement par rapport à la pathologie qui vous concerne et qui concerne bien sûr les produits de santé que vous visez. On va pouvoir donc avoir une interaction avec la personne qui est ici, qui peut être donc un ROL, un KOL que vous allez pouvoir mettre comme animateur scientifique de cette réunion, et avec l'ensemble des médecins que vous pouvez voir autour de la table. Donc l'intérêt, c'est par exemple de parler de thématiques particulières. Je vais, pour être le plus concret possible, vous montrer un support qui a été fait avec un de nos clients, notamment où là on est dans le domaine des douleurs, notamment en oncologie, où là l'objectif c'est de pouvoir prendre en charge ce patient et ces patients. Et c'est là aussi tout l'intérêt de ce type de dispositif, où vous allez pouvoir créer une première situation clinique, mais qui forcément va appeler à d'autres conditions, d'autres situations. Vous avez à chaque fois l'objectif pédagogique qui doit être atteint par les procédures que vous allez pouvoir proposer. Et donc notamment, quand je parlais tout à l'heure de nouvelles indications, là on va pouvoir avoir des questions particulières qui vont être données. Vous allez pouvoir interagir avec la patiente. Donc vous l'avez, alors là j'ai volontairement coupé le son pour pas que vous soit perturbant, mais vous l'avez également au niveau du texte. Et puis vous avez bien sûr toute la partie examen clinique que vous voyez ici, où le professionnel de santé va pouvoir interagir pour faire les examens qu'il estime nécessaires dans son raisonnement clinique. Et puis bien sûr la prise de décision. Donc c'est une prise de décision qui est individuelle, mais en même temps collective. On va pouvoir agréger l'ensemble des réponses. Donc, dans le cas d'une réunion où vous allez avoir 5, 10, 15 médecins qui vont participer, qui vont donner chacun leur choix. Et ça, c'est un élément important par rapport à la motivation de participer à ce type de réunion pour pouvoir ensuite les partager avec l'ensemble des participants. Donc, vous l'avez à la fin, vous voyez, vous avez toutes les décisions. Donc, vous savez que dans la simulation, ce qui est important, c'est de pouvoir réagir sur les erreurs qui ont pu être faites ou les informations qui ont pu être délivrées pendant cette séance. Alors, on a sur un timing, bien sûr, court, donc on ne va pas vous montrer toutes les vidéos disponibles. On vous mettra à disposition via le mail qui vous est envoyé. On a une vidéo qui dure plusieurs minutes sur les retours d'expérience de laboratoires pharmaceutiques, d'industriels qui ont mis à disposition ce type de projet, notamment avec Allergan et Kyowa Kirin. Et vous voyez sur les différents visuels, vous aurez des retours très concrets sur l'apport pour vous, bien sûr, notamment sur le rôle de MSL, mais aussi sur celui des points de santé, comment ils réagissent par rapport à ce type de dispositif. Un élément qui nous semble essentiel aujourd'hui au niveau de l'équipe de Sim4Health et qu'on a partagé avec Marie-Noël, son équipe, ainsi que Stéphane, c'est le fait que ces dispositifs numériques permettent aussi d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire et que toutes les rencontres que vous pouvez faire avec des professionnels de santé, ça peut être à l'hôpital, où vous allez avoir bien sûr plusieurs acteurs, comme dans le cadre d'une RCP, et bien là, vous voyez que ce soit en médical ou paramédical, vous pouvez, dans ces simulateurs, avoir le rôle de plusieurs personnes. Donc, chacun va jouer un rôle particulier. Et c'est extrêmement intéressant dans le cadre de réunions, et je passe à la slide suivante, où vous pouvez, dans le cadre d'une partie présentielle, c'est ce que vous avez en haut à gauche, sur une tablette, et bien, permettre à plusieurs personnes de jouer le rôle. Ça peut être par exemple une relation ville-hôpital qui vous semblerait intéressant à développer, d'inviter des médecins de ville et puis des médecins également par exemple, spécialisés à l'hôpital et dans le réseau que vous avez pu développer. C'est des interactions qui sont extrêmement intéressantes
notamment dans ce parcours de soins qui est essentiel, et de montrer le chemin clinique qui avait été notamment évoqué en début de réunion. Donc là, on vous avait montré la partie présentielle. Alors, vous pourriez me dire, en plein Covid-19, nous parler de présentiel, c'est un peu bizarre. Il faut vous montrer quand même que ces dispositifs existent depuis plusieurs années, qu'ils ont été éprouvés, qu'ils évoluent, puisqu'il faut tout le temps innover dans l'interaction. Mais surtout, c'est que maintenant, ces dispositifs sont également en ligne, vous le voyez en haut à gauche, et donc toutes ces informations scientifiques médicales qui font partie de votre quotidien, vous pouvez continuer à interagir avec vos produits de santé via la plateforme éducative que j'évoquais tout à l'heure. Elle est personnalisée pour chaque laboratoire. Donc vous pourriez très bien avoir pour votre laboratoire. Alors là, on l'a mis bien sûr avec le logo de Simforens pour vous montrer que, bien sûr, pour le respect de confidentialité que vous imaginez dans les relations que nous avons avec nos clients, on vous le montre par exemple sur l'Institut français de cardiologie, qui a utilisé en fait cette plateforme pour pouvoir mettre à disposition, là aussi, des informations scientifiques et surtout médicales, des situations bien particulières, points intéressants qui ont été diffusés à près de 8000 cardiologues, avec une information en amont. Donc vous avez donc ce patient qui vient avec une situation particulière. Donc vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on a un environnement différent, on a un patient différent, on a un dossier patient là aussi qui est particulier, qui est bien sûr adapté à chaque situation. Et surtout, dans le raisonnement clinique qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, toutes les informations que les KOL et les auteurs de ces cas vont pouvoir donc permettre d'avoir de l'information. Donc là, dans le cas présent, vous avez du son, par exemple. C'est extrêmement adapté à la situation du Covid-19 aujourd'hui par rapport bien sûr à l'aspect cardiaque, à l'aspect également en pneumologie. Donc tous ces éléments contribuent à la compréhension clinique de la situation de votre patient et bien sûr du patient et donc du projet de santé pour lequel vous allez collaborer. Je vous donne un exemple très concret aussi. Pour vous en tant que MSL, on vient de faire 2 opérations de situation en ligne avec la Société marocaine de simulation médicale. Vous avez le professeur Mouaoui, qui est le président de ces savantes donc au Maroc, qui utilise donc dans le cadre d'un e-congrès, pour les raisons que vous imaginez avec le Covid-19, et qui a réuni près de 70 000 professionnels de santé en Afrique pour expliquer comment on peut assurer une prise en charge de ces patients. On peut très bien imaginer en oncologie, en cardiologie, d'avoir ce type de dispositif. Ça, c'est le premier usage. Et vous le voyez en haut à gauche dans votre écran, via des solutions, bien sûr, de visioconférence, c'est ce que je viens d'évoquer, mais aussi, vous avez des outils, certainement de CRM dans le cadre de votre laboratoire. On peut relier tous les outils technologiques que vous avez, qui vous permettent aussi de diffuser d'autres contenus auprès des points de santé et donc de pouvoir avoir un niveau complémentaire. Et là, on revient dans une relation individuelle où vous pouvez présenter et interagir avec le médecin dans le cadre de ces outils. Alors, j'accélère pour tenir le timing. On a bien sûr la partie réalité virtuelle. Elle peut être en mode individuel ou en multigroupe. L'intérêt, c'est quoi? Vous le voyez sur la partie en termes d'usage, c'est l'immersion totale, c'est la possibilité de création d'univers spécifiques. Et puis, bien sûr, en multigroupe. Donc, on peut le faire à plusieurs, interagir également sur les usages. Donc, je vais passer rapidement à la vidéo pour vous montrer ce qu'est la réalité virtuelle, puisqu'on a eu quand même pas mal d'échanges avec beaucoup d'acteurs. Alors, je vais juste… Bonjour, Monsieur Baptiste. Oui, c'est bien aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Je vais m'installer. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un simulateur donc, en réalité virtuelle qui permet, là, dans le cadre de… Donc, vous voyez ici le lavage de mains qui, forcément, est très utile, qui était fait, bien sûr, bien avant le Covid-19, mais permet, en fait, de montrer, notamment, sur la pose d'un PICC line, donc pour, notamment, des patients qui sont revenus au domicile, de savoir comment il est posé. Alors, on n'est plus sur la partie procédurale, mais c'est un élément important. Je vous évoquais, et j'en finirai là-dessus, sur les solutions, que la partie process, on vient juste de le voir, est importante, mais qu'on peut aussi, grâce au digital, donner une dimension
également sur les soft skills, sur l'empathie. Et je vous parle d'un projet qui a été présenté à l'ESMO Asia en novembre dernier sur la formation des oncologues. Là, en réalité virtuelle, comme vous voyez le médecin sur la gauche de l'écran, où on a travaillé là, sur l'annonce du cancer, donc, notamment donc, bien sûr le cancer du sein pour des femmes notamment en phase de rechute, et où l'annonce est toujours très difficile, avec bien sûr une appropriation très personnelle du sujet. Et à partir de là, eh bien, on a fait ce simulateur où l'oncologue va pouvoir mettre ce casque de réalité virtuelle et il ne joue pas son rôle, mais celui de la patiente. Et voir comment ses propos, lorsqu'il est peut-être trop rapide ou peut-être trop technique ou ne fait pas preuve d'assez d'empathie, et bien d'avoir un comportement, vous voyez dans l'interface. Alors bien évidemment, je vous l'explique à distance et c'est de la réalité virtuelle, donc c'est peut-être plus complexe à percevoir, mais sachez qu'on a eu énormément de retours très positifs de l'ensemble des médecins qui ont participé à ce congrès pour montrer que eh bien, les outils permettent aussi de comprendre parfois eh bien, comment les patients peuvent travailler dessus. On a une personne dans l'équipe qui travaille sur une thèse sur le développement de l'empathie dans les univers virtuels. On aura l'occasion de développer. Si ce sujet au niveau de la réalité virtuelle vous intéresse, Sim4Health a contribué au dernier magazine qui s'appelle Laval Virtual Health. Ils ont présenté la semaine dernière, il y avait à peu près 10 000 participants sur l'intérêt de la réalité virtuelle. Voilà. J'en finirai sur une dernière slide. Je vous ai parlé que Sim4Health travaillait donc avec Interaction Healthcare, donc le département de simulation numérique. Donc, si vous avez bien sûr des éléments qui vont au-delà de ce qu'on a pu vous présenter au niveau de Sim4Health, notamment par exemple sur des web TV ou des applications mobiles, eh bien, les équipes d'Interaction Healthcare sont également là pour pouvoir répondre à vos questions. Bien, nous avons, et vous avez également mes coordonnées si vous le souhaitez pour échanger. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Donc déjà, remercier l'ensemble des intervenants. Je vois déjà qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, on remercie une nouvelle fois Marie-Noël et Stéphane pour leur intervention. Et puis maintenant, on va passer à ces phases de questions pour répondre eh bien, à toutes vos attentes. Et merci encore pour votre participation. Vous êtes très nombreux. Alors, j'ai une première question pour toi, Marie-Noël, qui est en quoi consistent les CPTS et qui les dirige? Alors, les CPTS, ce sont des initiatives qui sont mises en place sur le territoire, soit par des médecins qui sont attachés à des cabinets médicaux, et donc elles sont composées de professionnels de santé. On peut y trouver géographiquement aussi bien la pharmacie que l'infirmière. Bien sûr, on pourrait presque dire que ce sont des maisons médicales améliorées, mais là, on a la possibilité de réunir beaucoup de personnes. Ce sont des engagements financiers assez lourds parce que on le voit, ne serait-ce qu'en campagne, que actuellement il y a des gros bâtiments qui se sont montés. On y trouve des dentistes, on y trouve le kiné, on y trouve éventuellement des psychologues pour recevoir les patients. On a pour accompagner les patients, pardon. Et donc évidemment, ça se monte, vous vous doutez bien, sous la houlette comment dirais-je, des institutions régionales, agences régionales notamment. Et bien sûr, elles sont régies par l'ensemble des obligations de chaque profession de santé. Mais en fait, c'est une association de compétences. Donc là, il y a eu des initiatives. Il y a d'ailleurs une fédération des CPTS qui est présidée par le docteur Lécher, qui est un médecin généraliste qui a été toujours très actif dans son exercice. Et donc, c'est vraiment des initiatives personnelles. Et surtout, la difficulté, c'est de réunir toutes ces personnes autour du parcours du patient. Parce que l'objet, c'est ça, que l'on puisse suivre le patient d'un bout à l'autre et qu'on puisse le conserver dans cette entité, et de façon à ce que l'on puisse savoir ce dont il a besoin et lui apporter tout le confort. Par exemple, un patient cancéreux, on sait très bien qu'il a besoin d'aide de plusieurs personnes et d'avoir recours à plusieurs disciplines. Et tout ça est fait sur le territoire. Très bien, merci Manuel. Je continue dans les questions. Je vais essayer
pour répondre à tout le monde. Alors, dans le cas, et je ne vois pas qu'il y ait de frustration si votre question n'avait pas été traitée, bien sûr on prendra le temps de vous appeler par la suite pour apporter les réponses qui sont bien sûr légitimes. Une question qui est intéressante, notamment je pense que Stéphane peut nous répondre, avec la digitalisation, comment vont faire les visiteurs médicaux, car les médecins ne pourront pas être toujours devant leur PC, ils ont beaucoup d'interactions sans rendez-vous. Alors je précise bien que par rapport à la ligne entre guillemets éditoriale qu'on a faite ce matin de ce webinaire, on traitait vraiment de la fonction MSL, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet. Est-ce que Stéphane ou Marie-Noël, vous voulez répondre à cette question? Je pense que c'est plutôt Stéphane qui peut répondre. Ouais, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence réelle entre MSL et délégués médicaux. Le délégué médical est en charge de la communication promotionnelle. Le MSL est en charge de la communication non promotionnelle, donc sur un niveau scientifique plus élevé. Il a des libertés que ne peut pas avoir le délégué médical. Il peut par exemple avoir des conversations hors AMM. Après, le digital, je pense que l'accès à l'hôpital ou l'accès aux médecins, l'accès à l'hôpital surtout, va être compliqué pour tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique. Donc, les outils digitaux peuvent être utilisés aussi par les délégués, mais après, ce sera au labo, effectivement, d'avoir des outils qui soient spécifiques des MSL et d'autres spécifiques des délégués. Alors, j'ai deux questions qui se suivent et en les lisant, je pense qu'elles sont pour Sim Forels et donc je vais essayer de répondre. Quels sont les futurs KPI à retenir au niveau digital? Je pense que c'est une question essentielle puisque quand on parle de digital, il faut aussi, et ça fait partie, je pense, des métriques qu'on vous demande au sein des laboratoires. Et une question très intéressante également, en regard de la multiplicité des canaux d'information digitaux, pourquoi un médecin hospitalier privilégierait donc un canal labo? Je trouve que les deux questions sont essentielles. Alors, par rapport au KPI digital, alors bien sûr, ils sont très en lien avec ceux fixés par chaque laboratoire. Vous savez que cette notion de digital, aujourd'hui, et si vous êtes si nombreux, je pense que c'est aussi dans les orientations qui sont données dans beaucoup de laboratoires. Bien évidemment, on est dans des supports qui sont souvent récents ou innovants et que bien évidemment, on n'a peut-être pas les mêmes retours et KPI qui sont présents dans d'autres médias. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'éléments de la donnée, on parle beaucoup de la data avec les outils numériques qui peuvent être des critères que vous pouvez définir, vous en tant que laboratoire. On parle beaucoup de ROI. On est également sensible, et je crois que Stéphane a porté souvent ce propos de ROE, donc d'expérience. Alors ça peut paraître antinomique à un aspect KPI. Au contraire, je pense que ça répond peut-être, c'est l'antichambre de la réponse suivante, que ce que souhaitent aujourd'hui les professionnels de santé, c'est de pouvoir apporter une information qui est différente, qui est différenciée, qui apporte aussi un vrai raisonnement. Et je n'ai pas eu le temps de développer, mais on a vu par exemple des échanges sur des situations cliniques dans le cadre de réunions qui ont demandé beaucoup de temps d'échange. Parce que c'est souvent un peu l'argument, peut-être l'objection qu'on nous demande en disant mais les médecins sont que sur leur écran. Non, c'est à peu près 30% du temps où vous interagissez avec le dispositif numérique et 70% du temps où vous échangez avec l'ensemble des acteurs. Donc, si vous apportez un contenu que vous pouvez bien sûr apporter dans le cadre de votre accompagnement, eh bien, ça peut permettre de répondre à ce canal labo pour répondre à votre question. Donc, les KPI peuvent exister avec des datas qui sont mis à disposition et forcément travailler sur, et je crois que Stéphane, tu pourrais compléter, l'exigence médicale, l'exigence scientifique qui vient bien sûr être exacerbée, valorisée par l'outil numérique. Et là, forcément, c'est toutes ces milliers d'actions qu'on a pu mener auprès des points de santé qui nous font croire en cette conviction. Alors, j'ai une autre question. Donc, est-ce que l'inaccessibilité des hôpitaux par la vie médicale et l'impact économique de la crise qui risque d'accélérer donc leur déclin, ne risque-t-elle pas d'accélérer dangereusement cette mutation? Si oui, comment encadrer au mieux ces changements? Je pense que Marie-Noël, la question est pour toi. Là, j'ai pas trop la réponse. Ça fait déjà un moment que à l'hôpital, l'accès est, je dirais pas supprimé, mais régulé par les visiteurs médicaux.
Je ne sais pas du tout ce qui pourrait advenir. Bien sûr, ces outils-là auront une grande place, ça j'en doute pas une seconde, mais ça ne remplacera jamais l'humain, heureusement d'ailleurs. Donc, euh, on va être obligé d'attendre. Je vais dire comme nos gouvernants actuellement, je ne sais pas. Très bien. Juste dire un mot, Oui, bien sûr. Jérôme. Je pense que la notion de mixité est très importante. C'est-à-dire, on a du mal à imaginer, par exemple, pour d'initier une relation avec un médecin, avec un groupe hospitalier. Voilà. Par contre, une fois que la relation est créée, d'avoir un mixte qui puisse évoluer en fonction des circonstances. On voit, soit on est forcé parce qu'on ne peut pas y aller, soit on le fait parce que ça facilite les choses. Et je crois beaucoup à la mixité, c'est-à-dire à la fois des échanges présentielles où il y a des relations, plus de relations humaines, et puis des échanges qui sont plus digitaux, où on va plutôt focaliser sur l'objectif, moins long, mais voilà. Et je pense que le pourcentage entre présentiel et digital risque, à mon avis, de basculer de manière assez forte vers des solutions numériques à Alors, l'hôpital. je vais peut-être te laisser la parole également, Stéphane, parce qu'il y a une question qui est pour toi. Est-ce que utiliser un outil de consultation virtuelle par un MSL avec des points de santé lors d'une réunion, par exemple, est compatible avec la notion de compliance qui encadre notre métier? Bien sûr, bah après, c'est des outils qui sont validés en général, parce que Jérôme l'a dit un petit peu, c'est-à-dire que je pense que l'outil numérique n'est qu'un outil. Après, ce qui compte, c'est le contenu, c'est-à-dire quels sont les objectifs de formation. Par exemple, vous voulez travailler sur, je ne sais pas, la gestion, euh, l'initiation d'un traitement, le diagnostic, parce qu'il est compliqué. Effectivement, il y a des outils qui permettent de faire de manière extrêmement efficace une simulation. Et la règle, c'est toujours effectivement, tout doit être validé, j'entends, par des publications. S'il y a des guidelines, vous les citez. Les choix sont toujours des choix validés par les sociétés savantes. On est dans les AMM la plupart du temps, enfin, on n'est jamais hors AMM. On peut avoir des discussions auprès de REF qui sont hors AMM, mais l'outil est construit, il doit être extrêmement robuste sur un plan scientifique et médical. Et après, tout le reste, ça va être comme l'a dit Jérôme, hein, c'est beaucoup d'échanges, et les échanges peuvent se faire de manière numérique sans problème. Alors, plusieurs questions là aussi, et merci pour la qualité de vos questions et votre intérêt, c'est passionnant. Une question assez large, mais qui est dans le vrai débat de notre matinée. Quel serait le pourcentage adéquat moyen entre le digital et le présentiel? Alors, je pense que vous l'avez vu dans notre approche, dans l'invitation, il n'y a pas eu d'aspect par rapport à la crise sanitaire, au Covid-19. Je pense que vous recevez tous les jours beaucoup de communication dans ce cadre. Bien évidemment, vous posez des questions par rapport à la continuité. Et donc, aucun d'entre nous avons la visibilité de comment on va reprendre l'activité, peut-être cette partie présentielle. Moi, je pense sincèrement, et c'est pour ça que cette notion de faire ce webinaire très spécialisé sur les MSL est aussi un premier niveau de réponse. Je pense que c'est à chaque acteur de terrain qui maîtrise parfaitement l'aspect relationnel de pouvoir juger en fait de ce niveau de mise en place du digital et du présentiel. Tout ne va pas remplacer, enfin, tous les aspects numériques, on le voit bien. Hein. Là, aujourd'hui, on le fait de cette manière, mais je pense qu'il y aura d'autres moyens aussi de se rencontrer pour pouvoir continuer à échanger. C'est pareil avec les points de santé. Et je pense que c'est adapté par rapport à peut-être la situation de chaque profil de santé. Bien sûr, par rapport à la situation actuelle, de favoriser la partie digitale, mais ça peut être une rencontre physique qui peut être organisée. Et je l'ai vu sur plusieurs questions. Et Stéphane a encore de nouvelles voix souligné, s'il y a l'intérêt pédagogique, s'il y a l'intérêt médical et scientifique qui fait partie de votre cœur, le cœur de votre activité, eh bien là, ça suscite de l'intérêt, voire même une volonté parfois d'avoir d'autres contacts qui viennent par le réseau. En lien à cela, et je pense que Stéphane, je trouve que la question, elle est passionnante aussi, c'est MSL et digital, est-ce compatible avec tous les business models
entre les produits génériques, les produits similaires, biosimilaires, pardon, les produits matures, ainsi que bien sûr les produits nouveaux, innovants et très techniques. Quelle serait ta réponse? Enfin, c'est une réponse. Oui, je pense qu'effectivement, quand c'est compliqué, c'est intuitivement plus logique. On y pense, on se dit voilà, on a un mécanisme d'action très compliqué, on veut le numériser, on a envie de travailler en oncologie, sur la gestion des effets secondaires, mais ça peut le faire une pathologie, par exemple. Il faut toujours, la porte d'entrée, ça va être l'intérêt pédagogique. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vos clients à se former sur la pathologie et par exemple, moi, j'ai travaillé dans une précédente expérience sur un produit qui avait plus de 20 ans et on l'a fait sur un diagnostic. C'était sur une infection à Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui est la bactérie responsable de la plus grande majorité des cancers gastriques. Et on l'a fait à partir des recommandations de la Société européenne, qui étaient assez complexes. Et on a refait, on a travaillé avec la Société européenne. Et eux, ils étaient super partants pour essayer de travailler sur un patient, diagnostic, choix des différents diagnostics et traitements, échecs, quel type de traitement antibiotique en fonction des taux de résistance dans les pays. On a fait un outil extrêmement complexe sur un produit qui avait plus de 30 ans. Donc effectivement, c'est toujours, est-ce qu'il y a des enjeux pédagogiques? Il faut les chercher. Et ça, le MSL, vraiment, c'est son rôle de travailler avec son médecin et de discuter. Bien sûr. Alors, j'ai deux questions. Une personne a marqué que c'est une question provocatrice. Donc, autant voilà, en poser deux qui sont un peu dans cette thématique, mais bien sûr de manière tout à fait bienveillante. Est-ce qu'un jour, on sera remplacé par un bot animé par une IA? Je crois que Stéphane l'avait dit un peu au début. Bon, moi, je prends depuis pas mal d'années, et c'est le cas également avec Daniel Villedieu, avec qui on a lancé Interaction Healthcare. Ces images ou ces reportages réguliers, j'avais fait un post sur LinkedIn à ce sujet il y a quelques mois sur le fait que ça va remplacer le rôle du médecin et donc voilà, donc demain est-ce que ça va remplacer le rôle du MSL? Je pense que l'intelligence artificielle et quelque part, vous l'avez vu dans l'agent conversationnel qu'on a pu faire avec le CHU de Bordeaux pour interagir avec un patient virtuel, ne sont que des éléments qui vont enrichir la relation, enrichir la compréhension. Et qu'il faut, suspendre un peu toutes ces questions un peu anxiogènes qui vont complètement supprimer la relation. Je pense sincèrement que le rôle, et notamment au niveau du MSL, de pouvoir apporter aussi ces nouvelles solutions, apporter de nouvelles dimensions, sera essentiel. Alors, le lien derrière, et ça, je pense que Marie-Noël, ça va te passionner comme question, avec la digitalisation, ne va-t-on pas paradoxalement diminuer le nombre de MSL, à savoir un MSL France 100% digital? Et je complète par une autre question qui est arrivée au tout début. Combien y a-t-il de MSL en France? Alors pour répondre à cette question, le LEM avait avancé le nombre de 2000 MSL. Je crois savoir qu'il est plutôt aux alentours de 2500. Et je ne crois pas que que le MSL sera remplacé par le digital. Ça, j'y crois pas du tout. Ça revient à dire au niveau des CPTS, par exemple, on peut très bien imaginer qu'un MSL, à l'aide d'un outil digital, peut réunir quelques professionnels de santé pour diffuser de l'information. Au lieu de se déplacer à l'hôpital, il se déplacera, mais ça n'empêchera pas évidemment donc cette rencontre en face-face. Ça, je crois qu'on a encore de beaux jours devant nous avec des rencontres en face-face. Simplement, moi je pense qu'en plus, nous avons quand même beaucoup de médecins qui nous signalent ne plus avoir du tout d'informations sur des produits anciens. Je rejoins en cela Stéphane tout à l'heure qui expliquait qu'ils avaient parlé d'un ancien produit. Et bien là, c'est pareil. Un médecin qui m'a dit il n'y a pas longtemps, on n'a aucune information sur l'utilisation des diurétiques parce qu'ils sont anciens. Et donc là, le MSL
Alors, évidemment, ce n'est pas des produits promus. Donc, on comprend très bien que le laboratoire ne va pas envoyer un réseau de visites médicales pour faire la promotion d'un vieux produit. Mais par contre, en termes de santé publique, ça, j'allais dire, presque inacceptable. En tout cas, au sein de l'AKIM, c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. C'est que tous les médecins devraient avoir le même niveau d'information de la part des laboratoires. C'est vraiment un engagement. Et donc, pour tous ces anciens produits, évidemment, le digital serait très utile parce qu'on pourrait communiquer de l'information pour l'usage du médicament pour éviter évidemment le déplacement d'une équipe ou le déplacement d'un MSL, sauf à dire dès lors qu'il y a une communauté constituée. Je pense que vous aurez compris notre démarche aujourd'hui, c'est d'avoir une population plus importante qui pourrait bénéficier de l'information des laboratoires pharmaceutiques. Très bien. Alors, on a dépassé le temps prévu, donc je vais un peu mettre du temps et donc de clôturer ce webinaire avec ces différentes questions. Il y avait plusieurs questions techniques. Alors, je vous dis, hein, ne soyez pas déçus si on n'a pas répondu. On le fera bien évidemment et bien légitimement pour chacun. Et on pourra continuer les échanges, notamment sur la configuration un peu informatique des hôpitaux ou également des diffusions par Internet. Est-ce que c'est trop lourd? Enfin, il y avait des questions de ce type-là. Et il est clair qu'aujourd'hui, voilà, les outils sont de plus en plus compatibles, bien sûr, sur Internet et en téléchargement sur les ordinateurs. Sachez que, vous voyez, on est en train de déployer là, pour le domaine notamment de la formation pour le paramédical, pour les soins infirmiers, où on est en relation avec beaucoup d'établissements hospitaliers pour pouvoir permettre cette diffusion. Donc, c'est bien évidemment un élément que nous prenons en compte. Voilà. Donc, écoutez, une nouvelle fois, je vous remercie tous d'avoir participé. Vous avez été très nombreux ce matin. Donc, je vous dis, un peu plus de 350 inscrits. Donc, c'est vraiment apprécié et appréciable pour l'ensemble des intervenants que je remercie une nouvelle fois. Donc, merci à Marie-Noël, merci à Stéphane pour vos brillantes interventions. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à continuer vos échanges. Victoire Sainte-Marie, que je remercie, qui a fait un travail remarquable pour préparer ce document et bien sûr l'ensemble des supports, va vous envoyer un mail pour avoir vos retours. Donc, merci par avance pour y répondre. On vous enverra bien évidemment le support ainsi que le replay. Je voudrais également remercier Daniel Villedieu qui a contribué largement au succès de cet événement. Et puis, on est également présent dans la réunion Xavier Abadi, qui est le directeur international de Sim4Health. Et puis, bien sûr, on a beaucoup de projets qui sont issus de projets français, mais également aussi de l'international. Donc, au niveau de Sim4Health, voilà, on essaie d'avoir un développement le plus important aujourd'hui. On est convaincu que ces outils numériques vont accompagner votre métier de MSL et surtout répondre aux attentes des pros de santé. Donc, un grand merci à tous. Portez-vous bien dans cette période compliquée et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous envoyer les prochains sujets que vous aimeriez que nous traitions. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphane. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.